Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 15 septembre. Le gouvernement a déposé le projet de budget à l'Assemblée nationale. La loi de finances, chiffrée à 40 milliards de francs congolais, est en hausse de près de 25%. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale et le Sénat ont effectué la rentrée parlementaire, la dernière session pour cette législature. Et puis, au niveau international, en Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé un accord avec la Banque arabe pour la construction de logements sociaux, montant de la transaction 43 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous. Rentrée parlementaire ce vendredi 15 septembre dans les deux chambres du Parlement pour une session essentiellement budgétaire. Pour cette dernière session de la législature, le gouvernement congolais n'a pas dérogé aux habitudes de ces deux derniers exercices budgétaires. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a déposé à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances 2024 évalué à 40 463 milliards de francs congolais. Un budget qui est en hausse de 24,7% par rapport au budget de l'exercice 2023 qui lui avait été chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Je propose de suivre le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence Monsieur le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui, lui, sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible, donc un accroissement par rapport au fonds du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense, et donc tout cela est pris en compte. À côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc, nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation, autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Les débats de haut niveau dans le cadre de travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU, c'est pour très bientôt, en prélude de ces assises auxquelles la République démocratique du Congo va prendre part active. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Wang Shi, a reçu auprès du vice-premier ministre en charge de la Défense des explications sur ce que la République démocratique du Congo est en train d'entreprendre pour la paix au niveau interne et externe. Fiston Oleko.
Rétablir la confiance et raviver la solidarité mondiale, accélérer l'action menée pour réaliser le programme 2030 et ses objectifs de développement durable en faveur de la paix, de la prospérité, du progrès et de la durabilité pour tout le monde. Tel est le thème de ces travaux de la 78e Assemblée générale de l'ONU. Pour l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU de la région des Grands Lacs, Wang Xi, il a reçu toutes les explications possibles sur les efforts de la RDC pour la paix auprès du VPM en charge de la défense nationale Jean-Pierre Bemba, ce qui lui permettra de mieux préparer les entretiens que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, aura à New York. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense, il m'a expliqué ce que la RDC peut faire, est en train de faire, et aussi ce que la RDC attend des autres pays de la région, des acteurs externes et aussi du reste de la communauté internationale, comme le Conseil de sécurité et aussi du côté du secrétaire général. Et donc je rendrai fidèlement compte au secrétaire général pour contribuer à une bonne préparation de tous ces entretiens que le président Tshisekedi aurait à New York en marge de la prochaine Assemblée générale. Les grands débats des hauts niveaux à cette 78e Assemblée générale de l'ONU avec les discours des chefs d'État auront lieu du 19 au 23, mais aussi le 26 septembre 2023, selon l'Organisation des Nations Unies. Les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et des parquets généraux près ces juridictions, nommés par ordonnance présidentielle, ont prêté serment jeudi devant le président de la République Félix Tshisekedi. Ces derniers ont promis de respecter la Constitution et les lois de la République. Patience Lokeke. Nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet et 15 août 2023, les hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux près ces juridictions ont prêté serment devant le président de la République Félix Tshisekedi au cours d'une cérémonie solennelle au Palais de la Nation. Avant de signer le procès verbal de leur prestation de serment, les assermentés ont tous juré de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Je jure respecter la Constitution du Congo, de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le chef de l'État a, en sa qualité de premier président conseiller à la Cour de cassation, ainsi que de premiers avocats généraux et avocats généraux près de cette même Cour, dit prendre acte de leur prestation de serment. Je prends acte de votre prestation de serment en qualité de premier président de la Cour de cassation. Mes très sincères félicitations. Signalons que les premiers avocats généraux et avocats généraux près cette haute juridiction ont également prêté leur serment. Il en est de même des 5 présidents et 9 conseillers au Conseil d'État, ainsi que de 5 premiers avocats généraux et de 8 avocats généraux près le Conseil d'État, nommés par une série d'ordonnances d'organisation judiciaire signées le 15 août 2023. La République démocratique du Congo perd chaque mois plus d'1 milliard de dollars à cause de l'occupation de Bunagana par le M23 soutenu par les troupes rwandaises. C'est ce que a révélé le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors du briefing qu'il a animé hier avec la ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo. Ce briefing a été aussi marqué par la présentation du livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la RDC du fait de son agression continue par le Rwanda. Suivez. Toute l'économie, tous les business qui tournent autour du parc, nous en discussions tout à l'heure avec les responsables, c'est entre 40 et 60 millions de pertes. Et vous imaginez la conséquence sur l'emploi qui a été généré pour les populations de cette partie du pays. Ici, nous avons un tableau plus intéressant qui vous donne des indications sur les manques à gagner, parce qu'on parle beaucoup de Bunagana qui représente dans cette partie du pays le principal poste frontalier. Il y a le poste frontalier d'Ichacha, mais c'est à Bunagana qu'il y a le gros des activités.
Ici, je vous donne à titre indicatif des chiffres de 2020. Vous avez annuellement, donc en francs congolais, à peu près 17,2 milliards de francs congolais qui étaient générés par ces postes frontières. Si nous devons appliquer les taux aujourd'hui, nous sommes à peu près 8 millions de dollars que nous gagnons annuellement, mais aujourd'hui, en 2023, on a gagné 0 $. Et donc, ça vous donne une indication des activités barbares parce qu'il y a évidemment de la fraude qui est organisée pour pouvoir tirer profit de tout cela. Des statistiques que nous avons reçues, que nous avons partagées des autorités provinciales de la province du Nord Kivu, et donc 1 million de dollars des recettes qui doivent revenir à la province sont perdues du fait de cette occupation. Vous voyez que le coût à la fois humanitaire, à la fois économique, à la fois scolaire, à la fois sanitaire est trop important. À la veille justement de notre participation à la prochaine Assemblée générale de New York, où nous tenions à présenter cette situation pour que vous voyez c'est sur quoi nous allons nous atteler autour du président de la République et dans les cadres des différents fronts pour nous assurer que la paix revienne dans tous les 4 coins de la République démocratique du Congo et que nos populations puissent à la fois aller à l'école, s'émouvoir ainsi que voter pour leurs dirigeants. L'insalubrité à Kinshasa, ce n'est pas seulement dans les milieux reculés, mais également en plein centre-ville. Nous sommes dans la commune de la Gombe, à la gare centrale, non loin de l'arrêt de bus Transco. Des tas d'immondices sont remarquables, une situation qui désole les Kinois. Francine Moukeba a sillonné la caméra de Géopolis. Dans certains coins de la commune de la Gombe, miroir de la ville-province de Kinshasa, les immondices se portent bien. Ici, à la gare centrale, la situation de l'assainissement laisse à désirer. À quelques mètres de l'arrêt de bus de la société Transco, ce sont des tas de déchets qui font ménage avec le passant, voire les tenanciers de petits commerces et leur clientèle. Une situation qui n'est pas sans réaction. Tout le monde a boyé, vous venez au Vandi, mais solo, saleté partout. Donc je sais pas, ils ont autorité, mais ils ont batuo non bazala awa. Oh il faut baza nani, il faut ça propriété awa. Je ne sais pas bazala raté, c'est comment. Oh ils ont capitale, ils ont en plein centre-ville, mais salité boye. Il n'y a même pas de poubelles, il n'y a même pas tout, on jette seulement par terre. Tout est batté, batu bazala kao, il faut ça propriété. Oh, pour nous biso morope boy maladie. Nous sommes dans la capitale qui est considérée comme miroir de notre pays. Quand on se retrouve devant des immondices comme ça pue, il y a un danger tellement pour la population. Et des fois, on arrive à se poser des questions, est-ce qu'on est vraiment dirigé par des humains? Alors ce que nous pouvons recommander à nos autorités, s'ils ont encore un minimum d'amour envers leur population, en tout cas qu'ils essaient de trouver une solution. Puisqu'on se rend compte que Kinbopeto dont on a parlé reste une lettre morte. On ne voit vraiment pas l'impact sur le terrain. Les odeurs nauséabondes causées par ces immondices peuvent être à la base de plusieurs soucis de santé. C'est ce qu'il pense un expert en environnement responsable d'une ONG. Lorsqu'il y a insalubrité, ça veut dire ce qu'on appelle insalubrité, ça veut dire un environnement qui n'est pas sain, qui est insalubre. Et donc on va observer qu'il y a nécessairement accumulation des déchets, on va observer qu'il y a perte de beauté, non-maintenance, déséquilibre. Probablement, on va observer un dégagement assez élevé des gaz, gaz carbonique, gaz multiples, gaz méthane. Il y a plusieurs gaz qu'on appelle les gaz à effet de serre, différents gaz. Et les gaz vont donc se répandre dans le milieu. Lorsque les gaz se répandent dans le milieu, comme c'est le cas pour la gare centrale, mais aussi il faut voir maintenant sur l'avenue Willery, vous avez non seulement cette accumulation d'insalubrité qui peut être constituée des déchets, mais également des eaux qui sont usées et qui ne coulent pas et donc qui s'accumulent, ça rend insalubre. Dans une ville-province où les autorités urbaines prônent le Kinshasa Bopeto, entendez Kinshasa propre, il est bon à loi qu'une solution pérenne soit trouvée. Cela épargnerait plusieurs Congolais de certaines pathologies, surtout celles dites de main sale, mais aussi de la pollution d'air.
En sport, après avoir mal débuté le championnat national, la Lina Foot, l'ASV Club a mis fin à une série de douches froides, toutes compétitions confondues. L'équipe s'est imposée sur le score de 2-0, c'était jeudi, face à la modeste formation des Aigles du Congo. Une victoire qui permet à la famille vert et noire de panser la plaie après son élimination très tôt des compétitions interclubs de la CAF et la défaite dès l'entame du championnat national. Des détails avec Dieudonné Bonali. Après un début de saison catastrophique, les Dauphins noirs de Kinshasa avaient l'obligation de réagir. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Les hommes de Raoul Chungu l'ont fait de la plus belle manière en s'imposant 2-0 face à la jeune formation des Aigles du Congo Football Club. Le jeudi 14 septembre dernier, au stade Tata Raphaël de la Keltil, lors de leur deuxième match de la Ligue nationale de football, Lina Foot Ligue 1. Patrick Banza à la première minute et Norberto Kiatula à la 47e minute ont permis aux Dauphins noirs de Kinshasa d'empocher leurs 3 premiers points en championnat et d'obtenir leur première victoire de la saison après 4 matchs officiels. Espérons qu'ils continueront sur cette même lancée afin de lancer un signal fort aux autres prétendants au titre cette saison. C'est terminé, la victoire des Vita Club, 2-0 devant les Aigles du Congo. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Conformément à l'objectif de couverture sanitaire universelle et des soins de qualité d'ici 2030, le gouvernement kényan, par l'intermédiaire du ministre de la Santé, cherche à transformer tous les hôpitaux de niveau 3 des 47 comtés en hôpitaux niveau 3A dans le cadre d'une initiative chiffrée à 2,3 milliards de shillings kenyans. C'est un commentaire de nos confrères d'Africa 24. Au Kenya, depuis 2013, la responsabilité de la prestation des services de santé a été transférée au niveau des comtés, ce qui a permis de mieux adapter les services de santé aux besoins des résidents locaux. C'est dans cette même lancée que le Kenya établit des sites de construction pour des hôpitaux plus grands et modernes. Une initiative dont a récemment bénéficié la circonscription du Kenya dans le comté de Siaya. Il s'agit d'un projet de gouvernement national qui va coûter plus de 50 millions de shillings. Il s'agit simplement de faire passer les installations du niveau 3 au niveau 3A. Le niveau 3A est plus avancé que le niveau 3. Selon le directeur de la santé publique du comté de Siaya, cette nouvelle infrastructure dotée d'un service pédiatrique, un service postnatal, une salle d'échographie et un laboratoire va considérablement améliorer la fourniture en soins de santé. Nous allons donc en tirer de nombreux avantages. Je m'attends à ce que le nombre de patients qui viennent chercher des services dans l'établissement passe à 1700 une fois la modernisation achevée. Nous nous attendons également à ce que le nombre d'accouchements, qui est actuellement de 20 par mois, passe à 30 ou 40. Parallèle de ces investissements infrastructurels, le Kenya travaille également à améliorer la qualité de ses soins au travers des processus de planification, l'introduction de chartes de services, de mécanismes de réclamation et les différentes enquêtes de satisfaction menées non seulement auprès des patients, mais aussi auprès du personnel. Afin de réduire le déficit de logement, l'État ivoirien a signé un accord de près de 43 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique pour la construction de 75 000 logements sociaux, 7 500 logements sociaux. Une annonce faite par la ministre de la Communication et l'économie numérique à l'issue du Conseil des ministres tenu à Abidjan. Suivez.
Le gouvernement ivoirien a annoncé avoir conclu un accord de prêt à hauteur de 43 milliards de francs CFA avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, pour la construction de 7500 logements économiques et sociaux dans le pays. L'information a été révélée le 13 septembre 2023 par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique à l'issue du Conseil des ministres. Cette initiative vise à répondre aux besoins croissants de logement dans les zones urbaines du pays et à améliorer les conditions de vie des citoyens. Le Conseil des ministres a adopté un décret portant ratification d'un accord de prêt de montant de 43,5 milliards de francs CFA pour le financement du projet de construction de 7500 logements économiques et sociaux en Côte d'Ivoire, dont 5000 à Abidjan, 1500 à Bouaké et 1000 à Yamoussoukro. Ces efforts du gouvernement ivoirien contribueront également à atténuer les pressions démographiques et à réduire le nombre de personnes vivant dans des conditions de logement précaires. Cet accord permettra ainsi de réaliser la première phase du projet avec 1240 appartements dans la ville d'Abidjan, 800 appartements à Yopougon, cité policière, et 440 appartements à Atekoubé. Le premier challenge pour l'État de Côte d'Ivoire aujourd'hui sera de pouvoir permettre effectivement que ce soit les personnes les plus vulnérables qui puissent avoir accès à ces logements-là, notamment les personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain montant. Également, le second challenge sera de pouvoir contrôler effectivement les entreprises privées qui auront en charge la construction de ces logements-là pour que les prix initiaux définis dans le cadre du projet de logement social soient respectés. Bon, ce qui va être encore un peu plus compliqué quand on sait le climat de hausse généralisée des prix, les différents coûts des matériaux qui ne cessent de grimper, également le prix du ciment qui ne cesse de grimper. Et également l'autre élément, il s'agira également pour l'État de s'assurer que ces ressources qui vont être dégagées soient effectivement allouées à la construction de ce logement-là. Donc c'est plusieurs défis auxquels l'État doit faire face pour la gestion efficiente et efficace de ce nouveau financement. La construction de ces 7500 logements économiques et sociaux est une étape importante dans la réalisation des objectifs de développement urbain en Côte d'Ivoire. Elle représente une opportunité pour le pays de renforcer son infrastructure urbaine, de réduire les inégalités sociales et de promouvoir un développement durable à long terme. Passe à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications parues ce vendredi à Kinshasa, nous recevons Jojo Moulamba. Bonsoir Jojo. Bonsoir Patrick Ilunga. Le président Félix Tshisekedi a pris acte de la prestation de serment de haut magistrat. C'est le journal Géopolis Hebdo qui s'est intéressé à cette information. Il titre « Prestation de serment de haut magistrat, conseiller et avocats généraux, Félix Tshisekedi a pris acte ». D'après l'auteur de l'article, de hauts magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'État et de parquets généraux près ces juridictions nommés par ordonnance présidentielle du 17 juillet 2020 et du 15 août 2023 ont prêté serment devant le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La cérémonie de prestation de serment, poursuit le journal, a eu lieu ce jeudi 14 septembre 2023 dans la salle de congrès du Palais de la Nation pour Maître Jacquemain Chabani, qui a pris la parole au nom du conseiller principal du chef de l'État au collège juridique empêché. Ces femmes et hommes choisis ont la lourde charge de veiller à la consolidation de l'état des droits. Cette prestation de serment marque la volonté du magistrat suprême, le président Félix Antoine Tshisekedi, de poursuivre les réformes amorcées au sein de l'appareil judiciaire et de construire un véritable état de droit. Les femmes et les hommes choisis ont la lourde charge de veiller à la consolidation de l'état des droits, a-t-il déclaré Jacquemain Chabani.
Voilà, et puis le porte-parole du gouvernement a présenté le livre blanc sur la tragédie humanitaire causée notamment par l'agression rwandaise. C'est le journal Avenir qui titre à sa une, volume 2 du livre blanc, Patrick Mouyaya et Rose Mutombo démontrent le dommage causé à la RDC par le Rwanda. D'après ces quotidiens, à travers le volume 2 du livre blanc sur la tragédie humanitaire et dommages causés à la République démocratique du Congo du fait de son agression continue par le Rwanda, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, indique qu'à travers ces livres de 8 chapitres, il est démontré comment le Rwanda veut maintenir l'Est du pays en insécurité pour poursuivre son entreprise funeste de pillage entamée depuis plusieurs années. Au journal d'ajouter, au-delà de la tragédie humanitaire, avec 2,3 millions de déplacés et les conséquences telles que la déforestation, la scolarité compromise, les écoles désertées, et certaines occupées, d'autres ont été détruites et incendiées. Les dommages causés sur le parc de Virunga, pourtant patrimoine mondial protégé de l'humanité, sont incalculables et peut nécessiter plusieurs années pour être réparé, note ces journaux de la Gombe, en ajoutant que les activités économiques autour du parc ont été perturbées, occasionnant la perte entre 40 et 60 millions de dollars américains. Et puis, le gouvernement va recevoir le centre financier de Kinshasa au mois de décembre prochain. C'est le journal Forum 2As qui titre à sa une toujours fruit emblématique de la coopération entre la RDC et la Turquie. Le centre financier de Kinshasa sera inauguré le 2 décembre prochain. Ici, l'auteur de l'article note que quel est l'impact que le travail de 5 ans de ce que la population a envoyé au Parlement pour parler à son nom, a-t-il eu sur le social de cette même population, une population qui s'est plainte de ne pas retrouver dans le travail que fait l'exécutif dans son ensemble. Et c'est aux députés nationaux, les envoyés de cette population, que revient la tâche de contrôler le rendement de ministres et autres mandataires, sur quoi repose l'espoir d'un panier de la ménagère. Et à quelques heures de l'ouverture de l'Assemblée nationale. Donc voilà, c'est ce que note aussi journal. Et puis on va terminer avec cette triste nouvelle des morts à la prison centrale de Kangbayi. Nous sommes à Béni, dans le Nord Kivu. Là, c'est le site web de la Radio Okapi qui nous renseigne sur cette tragédie. 17 détenus de la prison centrale de Kangbayi. Décédé en un mois. Ici, l'auteur note que le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a effectué une descente mercredi dernier dans cette maison carcérale. Il a constaté que les conditions carcérales à la prison urbaine de Béni se sont gravement détériorées depuis le début de l'année 2023. Mais surtout, durant ces 3 derniers mois, la prison fait face à un problème d'approvisionnement par le gouvernement. Cette situation est à la base de plusieurs cas de malnutrition et d'autres maladies. Voilà, c'est donc la fin de cette revue de presse qui a été présentée par Jojo Moulamba. Merci Jojo. Merci Patrick. Et c'est par cette note que nous allons boucler cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel de différents titres. Le gouvernement a déposé le projet de budget à l'Assemblée nationale. La loi de finances chiffrée à 40 milliards de francs congolais et en hausse de près de 25%. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale et le Sénat ont effectué la rentrée parlementaire pour la dernière session de la législature. Et puis vous l'avez suivi à l'international en Côte d'Ivoire, le gouvernement a signé un accord avec la Banque arabe pour la construction de logements sociaux, montant de cet accord 43 milliards de francs CFA. C'est donc la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.